L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsey, vous présente Si on parlait. Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Et aujourd'hui, si on parlait d'une nouvelle vague qui déferle sur l'agglomération grenobloise, d'un spectacle de danse qui marie l'eau et le feu, et d'une association qui cultive l'accueil dans tous les sens du terme. Et pour parler de ces sujets, je reçois Christian Houble. Bonjour. Bonjour. Houble, c'est comme ça qu'on le dit exactement. Très bien. Bon, Langue de feu et lame de fond, c'est le titre de votre spectacle à découvrir jeudi et vendredi sur la scène de l'Hexagone de Mélan, un spectacle de danse. Vous êtes chorégraphe, on en parlera avec vous dans quelques instants. Merci en tout cas d'être sur ce plateau. En face de vous, Amandine Herbetta et Aurélie Caldara. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Vous êtes fondatrice, créatrice de la Vague de Grenoble. La Vague de Grenoble, c'est un nouveau lieu de loisirs pour les sportifs, situé, comme son nom l'indique, à Échirol. Bien joué. Presque. Ouais, c'est l'agglomération grenobloise. Ça se trouve là au 33 cours Jean Jaurès à Échirol. Et c'est un endroit où on pratique le surf aquatique en salle, évidemment. Vous êtes surfeuse toutes les deux ? Alors, pas surfeuse, mais rideuse en faisant du ski. Voilà, le sport préféré des Grenoblois, je pense. Mais pas surfeuse. Bon, vous êtes à l'aise sur des planches. Les fidèles de cette émission s'en souviendront sûrement. On avait présenté il y a quelques mois, c'était en mai dernier, dans cette émission, la première vague de surf de l'Isère. On la voit là en image. C'était sur la base de loisirs Exo 38 à Tencin, dans la vallée du Grésivaudan. C'est une vague statique imaginée par une entreprise d'Annecy qui permet de recréer quasiment les sensations du surf. Est-ce que vous l'avez testé ou observé cette vague ? On est allé la voir cet été parce que du coup, c'est vrai que c'est toujours intéressant et c'est vrai que c'est vraiment là sur cette vague de Tencin, on se rapproche vraiment du surf sur l'océan avec des vraies planches, avec des dérives. Nous, on est sur un sport qui s'appelle le flowboard, donc c'est une planche et c'est sur l'eau, mais c'est vraiment une glisse à part. La planche ressemble plutôt à une planche entre le skate et le snow. Et les techniques de glisse sont vraiment différentes que celles du surf sur l'océan ou sur la vague de Tencin. Bon, puis la grosse différence chez vous, c'est que c'est en salle, donc ça peut aussi se pratiquer tout au long de l'année, j'imagine. L'hiver, l'automne, quand il n'y a pas encore la neige, ou qu'il fait un peu froid, qu'il pleut dehors, on peut être en short chez nous. Donc, Il est né comment ce projet de créer une salle indoor pour pratiquer le surf à Grenoble ? Eh ben, c'est Damien et Aurélie qui ont vu le concept aux États-Unis. Et après, ils l'ont vu en France, à Bordeaux, les premiers à avoir implanté une vague à surf en intérieur avec un espace bar. Et du coup, ils se sont dit, allez, si ça arrive en France, faut qu'on le fasse chez nous, quoi. Ça a toute sa place. Techniquement, Aurélie, ça fonctionne comment, votre installation ? Eh ben, ça fonctionne en fait, c'est de l'eau qui est propulsée par des pompes et qui va aussi entre 30 et 50 km/h. Donc l'eau part d'en bas et monte en haut. Forcément. On le voit là sur ces images. Voilà, effectivement. Et du coup, dessus, après, on a deux types de planches. Le bodyboard, c'est la planche bleue avec la position allongée ou plutôt à genoux. Et le flowboard, qui est la planche où on surfe debout. Il y a plusieurs niveaux d'intensité pour créer cette vague. Pour faire fait, des gros rouleaux. Voilà, on a la possibilité d'accélérer ou de ralentir le débit de l'eau en fonction du type de personne qu'il y a sur la vague, en fonction de la planche, en fonction du niveau aussi. Et du coup, le rôle de l'instructeur qui encadre chaque session, c'est de gérer les commandes de la vague, en plus d'encadrer le groupe. Oui, parce qu'il y a une technique particulière, vous l'avez dit, et on le voit sur ces images. Vous êtes là pour coacher les pratiquants qui viennent découvrir cette nouvelle installation. Techniquement, c'est accessible à tout le monde Alors techniquement, c'est accessible à partir de 7 ans. Mais c'est accessible à tout le monde à partir du moment où on a envie de faire de la glisse et de découvrir un nouveau sport. Le bodyboard est très accessible, ça permet d'avoir une bonne connaissance de la vague et de voir un petit peu comment on ride sur la vague. C'est des positions allongées assez simples. Et puis après, sur le flowboard, même on a fait surfer des enfants de 7 ans et ils s'éclatent dessus. Donc c'est vraiment une question d'envie en fait. Alors, Amandine, on a une sensation de glisse, alors qu'en fait, ça bouge presque pas réellement. Disons qu'on est quand on est dans un espace de 10 par 8 mètres, mais après, avec l'eau qui défile à 40 km/h sous la planche, on s'en rend pas compte. On a vraiment l'impression de rider, on peut faire du droite-gauche, monter-descente, c'est quand même un bel espace. Hein.
Alors le bodyboard, donc c'est ça. C'est ça. C'est un instrument assez connu quand même l'été sur la plage, même si on n'est pas un grand expert, on y va quand même se frotter aux vagues. Et l'autre engin de glisse que vous proposez, il est là sur le plateau en rouge. Lui, c'est un hybride entre, on dirait, un skate et une planche de surf classique, c'est ça? À peu près, en fait, c'est vraiment un flowboard, donc c'est une planche bien particulière qui est développée pour les types de vagues artificielles. Donc on ne peut pas s'en servir sur l'eau à l'océan. C'est vraiment une planche qui est faite pour la vague artificielle et du coup qui va permettre en fait de pouvoir rider comme on ride sur un snowpark ou un skatepark, mais avec de l'eau. C'est plus compliqué, la position debout là Non, c'est pas plus compliqué. Ça nécessite juste de l'équilibre et d'avoir un petit peu conscience de sa répartition du poids du corps. Voilà, à partir du moment où on a compris ça, on est capable de tenir debout et de naviguer sur la vague pour un débutant, et puis après de progresser, de faire des figures pour quelqu'un de plus expérimenté. Alors voilà, là, la personne en l'occurrence, c'est un de nos journalistes et c'est pas le plus expérimenté, mais il se débrouillait quand même. Il se débrouillait très bien, ouais. Pas trop mal. Vous venez d'ouvrir il y a quelques jours, donc j'imagine, Amandine, c'est plutôt des débutants qui viennent un peu voir cette nouvelle installation. Alors, on a quelques riders qui sont à l'aise dès la première session et qui montrent quand même 2-3 bonnes pratiques. Le droite-gauche avec des virages assez serrés. Et puis sinon, ouais, on a beaucoup de débutants, des familles qui viennent avec leurs enfants passer juste un moment plaisir en bodyboard essentiellement, puis tester le flowboard. Et ils découvrent un nouveau sport et on a déjà quelques addicts. Même si ça fait que 2 semaines qu'on est là, il y en a 2-3 qui viennent toutes 2 à 3 fois par semaine. Donc, Bon, puis on peut venir assister, il y a un petit bar à côté avec une grande baie vitrée qui permet de regarder un peu les autres se jeter à l'eau. Exactement, on a ouvert donc dans cet espace, ça s'appelle le Conteneur, c'est un bar. On peut s'asseoir et regarder à travers les baies vitrées les gens pratiquer, donc même pas besoin de venir faire l'activité, juste venir boire un verre au bar du Conteneur. C'est spectaculaire. Et puis, on l'a vu sur ces images, il y a quelques chutes. On se fait mal d'ailleurs quand on tombe sur le sol. Alors non, on se fait pas mal. La première des choses, c'est parce que du coup, l'instructeur nous apprend à tomber. C'est une des premières choses qu'on apprend, c'est comment je tombe. Et en fait, le liner sur lequel on ride, en dessous, il y a de la mousse, c'est l'équivalent de 2 tatamis. Donc c'est assez mou. Et du coup, donc on rebondit, on n'a même pas le temps de rebondir, qu'on est déjà propulsé en haut de la vague. Donc non, il n'y a pas de risque de se faire mal. Alors j'avais une petite séquence chute qui normalement devait passer. Je ne sais pas si on l'a en régie, si on peut la recaler. C'est la numéro 16 pour montrer qu'il y a un petit peu de spectacle quand même au niveau de la vague. Bon, la voilà. Ça, c'est notre ami Loïc qui a beaucoup donné de sa personne. Parce que là, il n'y a pas de profondeur, il y a quelques centimètres seulement. Il n'y a pas de profondeur. Donc même si on ne sait pas nager, on peut venir rider sur la vague. Pas besoin d'avoir effectivement cette compétence-là. Ça coûte combien une session chez vous? Je crois que c'est par demi-heure, Amandine. oui, c'est ça. Les premières sessions, c'est une demi-heure, 28 € par personne. Après, il y a des tarifs pour les familles, des tarifs aussi pour les enfants sur des créneaux spéciaux pour eux le mercredi et le week-end. Et puis, on a les tarifs étudiants aussi. Donc, il y a toujours moyen de venir à la vague et de se faire plaisir. Puis, on l'a vu sur les images précédentes, on peut rider à 2, 3, 4, jusqu'à 6. 6 de front. Voilà. Alors, Pas de dans front, l'enceinte, en même temps, à ouais. 6 sur une demi-heure. Après, en train de faire du bodyboard en même temps, c'est 3 et flowboard, c'est 2. Pour limiter justement les collisions et que tout le monde prenne du plaisir. Puis c'est vrai qu'un surfeur, souvent, il attend la vague des heures. Là, on enchaîne les sessions et les figures. C'est possible d'organiser des compétitions sur une installation comme celle-là? Tout à fait, ouais. Il y a une compétition qui existe déjà entre les vagues artificielles en indoor, le Wave Surf Contest. Et du coup, elle est passée il y a 3 ou 4 mois déjà. Elle a fait Angers, Bordeaux, Perpignan, etc. Mais oui, c'est complètement possible. Nous, on cherche encore nos riders pour participer aux compétitions, mais ça ne va pas tarder. D'accord. Vous faites un appel aux surfeurs de la région s'ils ne sont pas encore au courant qu'il y a cet équipement. Ça peut servir d'entraînement pour des champions ou ça reste plutôt un équipement ludique pour les gens qui veulent venir se détendre, s'amuser? Il y a vraiment un réel intérêt sportif, parce que du coup, ça monopolise quand même pas mal de muscles et c'est assez physique. Il y a aussi un intérêt pour tout ce qui est équilibre. Même si la technique de glisse est différente, on travaille quand même l'équilibre. Et donc, c'est très complémentaire par rapport à un autre sport de glisse. Donc, ça peut être tout à fait possible pour des riders pros en snow, en ski ou même des surfeurs qui veulent compléter leur entraînement.
en intersaison. Bon, il existe des vraies compétitions internationales officielles sur des vagues artificielles. On voit la plus célèbre, c'est celle de Kelly Slater, qui est une légende du surf, 11 fois champion du monde, et qui, chez lui, en Californie, a créé cette vague artificielle de toutes pièces. Alors, elle est gigantesque. Je crois que le lac fait pas loin de 600 mètres. Et bon, c'est une installation un peu plus importante que la vôtre. Et on voit là des images d'une dernière étape de la Coupe du Monde avec une Française. C'est elle qu'on est en train de voir. Elle s'appelle Joanne Defay. Elle est originaire de La Réunion. Elle fait partie des meilleures mondiales. Et elle a justement remporté cette épreuve sur vague artificielle il y a quelques jours avec cette figure, le tube. On ne peut pas le faire, ça, chez vous, pour l'instant. Non. Non. Il n'y aura pas de tube. Il n'y Non. aura pas de tube chez nous. Bon, je rappelle que le surf a fait son entrée aux Jeux Olympiques. Il sera en 2020 à Tokyo et puis évidemment en 2024 à Paris. à Paris, ou en tout cas un petit peu plus loin que Paris, puisqu'on parle de le faire sur des vraies vagues du côté d'Osgore et de la côte atlantique. Christian, vous avez déjà fait du surf J'ai essayé, mais ce n'était pas très convaincant pour ma part. Donc, du coup, je n'ai pas persisté dans l'idée de continuer à faire du surf. Bon, là, vous J'en ai pouvez essayé. peut-être tenter, parce que Peut-être, hein. c'est assez pédagogique. Et puis, il y a les coachs qui sont à chaque fois Ça a l'air un peu sur, ludique aussi. Donc, sur place pour donner des conseils. Et l'eau, elle est à quelle température? ah Je oui, vous ai pas c'est demandé. important. Parce que souvent, dans la mer... Elle est à 25 en moyenne. Ah, voilà. ça va. Donc ça va. C'est comme faire du surf dans les Caraïbes, quand on va Presque. à la vague de Grenoble. Alors, si vous n'avez pas fait de surf, je crois que vous avez un petit passé de sportif quand même de bon niveau. Vous faisiez du patinage artistique quand vous étiez très jeune. Ça, c'est vrai. Je faisais du patinage artistique. C'est commencé mon parcours un peu, on va dire, dans le sport ou dans l'artistique de cette manière-là, sur la glace. Donc, l'eau gelée. L'eau gelée. Voilà. Et au fur et à mesure, j'ai dévié en fait vers la danse. D'abord, la danse latine sportive, des compétitions, voilà, de danse de couple. Vous avez fait les championnats du monde de danse Champion du monde, peut-être pas, mais j'étais champion de Vienne et j'ai beaucoup fait des compétitions en Autriche, d'où je viens. Et suite à ça, j'étais dans l'équipe nationale. Voilà, j'ai fait ça pendant assez longtemps. Puis, il y a la passion de la danse contemporaine qui est venue par la découverte des spectacles vivants, de différents créateurs et chorégraphes. Et ça m'a amené vers la danse contemporaine et ça m'a amené à quitter mon pays natal et d'aller venir en France. Et ça fait une vingtaine d'années, je crois que vous... Un peu plus que 20 ans, je suis maintenant en France. Ouais. Vous êtes parfaitement bilingue. On sent un tout petit léger accent autrichien, on va le dire comme ça, mais germanique. Vous militez pour une danse ouverte, sensible et universelle. C'est ce que j'ai lu de vous. Tout à fait, ouais. J'essaye d'amener, de décloisonner un tout petit peu cette, on va dire, cette discipline qui pourrait peut-être faire peur à certains ou se jeter à l'eau, pas savoir qu'est-ce qu'on va voir. Donc l'idée, c'est d'amener aussi d'autres disciplines, les croiser, les réinventer. Après, voilà, réinventer, c'est toujours difficile à dire parce que beaucoup de choses ont été déjà réinventées. En tout cas, donner une signature personnelle à des sujets qui sont souvent liés à la société ou des choses qui nous concernent en tant qu'artiste ou en tant que personne dans une société où on est un petit peu responsable. Voilà. Cet été, vous proposiez un spectacle avec un magicien mentaliste belge. Tout à fait. C'était pendant le Festival d'Avignon. Tout à fait. On a reçu une invitation qui a été faite par le Festival d'Avignon et la SACD, qui milite donc pour les droits des auteurs. Et donc, on nous a proposé de nous faire rencontrer avec Kurt Demey, c'est un mentaliste, et moi-même, de créer un spectacle qui se situe donc dans deux disciplines, entre la danse contemporaine ou la chorégraphie et le mentalisme. Et on a fait ça à Avignon et c'était assez surprenant le résultat, même pour nous et même pour le public. Voilà. Alors cette semaine, vous êtes en Isère pour un autre spectacle qui aura lieu jeudi et vendredi à l'Hexagone. Deux pièces, Langue de feu et Lame de fond, qui font écho à ce qu'on a appelé les révolutions, le printemps arabe. Je vous propose d'en regarder un petit extrait. Je proteste devant le siège du gouvernorat. Et puisque les mots ne suffisent, je craque une allumette. Quand certains se demanderont qui est cette flamme, alors vous leur direz, je m'appelle Tarek et j'attends.
le printemps. Tarek qui symbolise tous ces jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, qui se sont immolés par le feu, notamment en Tunisie, mais partie du Maghreb ces dernières années. Il n'y a pas que de la danse finalement dans le spectacle que vous proposez là à Mélan, on le voit sur ce Tout à fait. En fait, alors la particularité, c'était aussi une invitation d'abord à Actoral, qui est un festival de Marseille que Hubert Cola a inventé. Et donc, il fait rencontrer un auteur avec quelqu'un d'une autre discipline. Donc, dans ce cadre-là, c'était moi. On nous a fait rencontrer tous les deux, on ne se connaissait pas. Et donc, le mariage ou le projet est né vraiment à travers cette rencontre avec Lucie Dupont, qui habite en Normandie et qui est donc auteur de nos temps. Et donc, on s'est rencontrés un jour comme ça dans le studio en disant qu'est-ce qu'on fait, on répond à l'invitation et on avait bien envie de répondre favorablement. Et on a réfléchi ensemble, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. Et moi, j'ai travaillé à l'époque sur des couvertures de survie, dans l'idée de travailler sur un matériau. On travaille toujours, on teste toujours des choses en tant qu'artiste. Et elle a eu l'idée de travailler sur le feu et sur la révolution arabe. Et moi, j'ai dit, bah, écoute, c'est super, on peut travailler sur cet élément-là. Le feu peut être à la fois très effrayant et à la fois très beau. Donc il y a à la fois cette beauté plastique qu'on peut évoquer avec d'autres matériaux sans amener le vrai feu sur scène et travailler sur une métamorphose et essayer aussi de toucher à un thème qui est peut-être pas facile à dire mais qui est important, que le feu, il y a certaines personnes qui ont décidé de s'immoler et qui ont déclenché après des choses qui sont à l'heure d'aujourd'hui finalement historiques déjà. Parce que ça s'est passé en 2012. Oui, ça date un petit peu cette période. Et donc il y a la danse qui est mélangée avec la parole. La deuxième partie, alors, la seconde manche de cette pièce, elle rebondit sur un fait beaucoup plus d'actualité, malheureusement, même s'il existe depuis plusieurs années. Ce sont ces migrants que les États européens ont un peu de mal à gérer. Je mets un peu, mais ça pourrait être un peu plus. Je vous propose d'ailleurs de regarder un autre extrait. Ça s'appelle « Lame de fond ». Flash Info, retour sur un fait brûlant de l'actualité. Et nous reviendrons bien évidemment sur ce terrible événement. Au large, un bateau de migrants qui commençait à sombrer en proie aux flammes à cause de fusées de détresse, vraisemblablement. Rappelons que cette année, pour donner un chiffre, parce que c'est important, les chiffres quand même. Derrière un chiffre, on n'a pas besoin de mettre un visage. Le chiffre s'autosuffit. Bref, rappelons donc le chiffre. Bon, on n'aura pas le chiffre, mais on sent une petite critique du traitement médiatique de cette crise. Oui, il y a à la fois une petite critique, après aussi de prendre comment nous, on reçoit les informations tous les jours. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il n'y a pas forcément de solution. Mais donc là, l'idée, c'était de travailler sur un autre élément qui est donc l'eau, en opposition au feu. Et Lucie Dupont, elle avait proposé de travailler sur cette réalité qu'on traverse en ce moment avec les migrants qui ont qu'un choix, ou disons cette nécessité de traverser la Méditerranée, en espérant de trouver une vie meilleure ou de trouver autre chose qui n'est pas possible chez eux. Et donc, il y avait cette espèce de nécessité à l'acte et au geste qu'ils font, et cette nécessité aussi de parler de ça au plateau, d'une manière où on peut aussi embellir ce geste. Ça veut dire qu'il y a aussi la beauté qu'on cherche dedans, avec cette immense vague qui se déploie sur le plateau. Et donc, il y avait à la fois cette contraste entre le texte qui est très... Parce que c'est presque un texte documentaire, voilà. Et l'idée, c'est d'avoir cette opposition, en fait, entre la beauté et entre cette espèce de geste incarné dans lequel on essaie de se mettre... parce qu'on n'est que deux. Il y a Sandrine et moi-même. Sandrine Maisonneuve, qui a beaucoup dansé ici à Grenoble même, à la Scène nationale de Mélan, avec Christian Blaise. Et moi aussi, j'ai travaillé avec Christian Blaise, une chorégraphe de Grenoble. Donc on était tous les deux un petit peu présents déjà sur ici en Isère. Et on trouvait ça important quand même de parler de ça d'aujourd'hui, même si le spectacle ne va pas donner une solution. Mais je pense qu'il peut donner une sensibilité
Et la sensibilité est très importante dans la transmission, parce que d'être sensible, ça veut dire que c'est s'ouvrir au monde, peut-être parler avec quelqu'un, on n'aurait pas parlé d'emblée ou comme ça, ou on croise dans la rue et il y a toujours des gens qui vivent des choses et qui sont peut-être dans un moment de détresse. Et donc cette sensibilité, peut-être, elle peut avoir cette mission, je dirais, dans le spectacle vivant, d'une réconciliation. Réconciliation. Exactement, voilà. Je ne sais pas comment ça se dit en autrichien, mais en français, c'est pas facile. Voilà, c'est pas facile. Alors, ça s'appelle Langue de feu et lame de fond. Ce sera donc jeudi et vendredi soir à l'Hexagone de Mélan. Et comme vous êtes toute la semaine en Isère, vous serez également l'invité des rencontres philosophiques du Riage qui ont lieu pendant le week-end. Et vous allez intervenir sur l'art peut-il sauver le monde ? Exactement. Alors, est-ce qu'il peut sauver le monde ? Ça, j'ai pas vraiment de réponse. Ah, je pensais qu'on allait avoir. Non, j'ai pas une réponse claire. J'ai pas fait une enquête, mais je pense que l'art peut participer à cette réconciliation et pour donner cette sensibilité aux spectateurs qu'on vit qui est que possible dans le spectacle vivant. C'est pas un écran. On est vraiment aussi confronté à cet espace-temps qu'on partage ensemble et je pense que la mission du spectacle vivant, c'est vraiment de nous réunir et de réévoquer nos sensibilités à des sujets qui sont peut-être moins faciles, peut-être plus divertissants, moins divertissants. Donc, il ne s'agit pas forcément de la question que j'aime ou j'aime pas. Ça, c'est autre chose. Mais d'avoir une certaine sensibilité, de trouver un accès ou un regard, de savoir regarder, écouter, de prendre le temps, observer des choses. Ça me paraît assez important aujourd'hui, mais dans le vivant, dans le réel, en fait. La rencontre philosophique du Riage, c'est du 11 au 13 octobre et vous interviendrez le vendredi, je crois. Non, le samedi matin. Samedi matin, exactement. Très bien. Après vos deux représentations Tout à fait. à l'Hexagone en pleine forme, de Mélan. J'espère que vous serez en pleine forme. Et puis l'après-midi, vous allez faire un petit peu de surf. Surf, oui. Voilà, à la vague de Grenoble. Et comme ça, vous allez rentabiliser votre passage en Isère. On va terminer avec la carte blanche de l'émission. Si on parlait, on va accueillir en musique Lilian Veillé qui nous rejoint. C'est sa première Lilian sur Si on parlait. La carte blanche, c'est chaque jour un journaliste de la rédaction qui vient nous livrer un sujet qui lui a tenu à cœur. Et cette musique que tu as choisie pour faire ton entrée, j'ai pas forcément reconnu. Ça fait pas partie de mes standards. C'est pas très connu en fait. C'est une musique en espéranto. Parce que l'espéranto, c'est en fait une langue qui est créée de toutes pièces, qui n'appartient à aucun État et qui a été créée pour faciliter le dialogue entre des personnes qui, à la base, ne parlent pas la même langue. Et si j'ai choisi du coup cette musique, c'est parce que je vais vous parler d'une association qui cultive l'accueil, comme tu l'as dit, Terreaux Locaux. Et le nom de l'association est en espéranto. Donc, je ne sais pas si vous en avez entendu parler de l'association. Moi aussi, puisque j'ai vu le reportage que tu leur as consacré il y a quelques temps. Comment ça se dit, réconciliation en espéranto ? Joker. J'ai pas bossé l'espéranto, seulement la musique. Mais alors du coup, l'association, c'est une association qui veut réinsérer des personnes réfugiées, donc qui viennent souvent de pays en guerre, ou alors des personnes qui sont écartées de l'emploi depuis longtemps, donc au niveau local, qui sont en grande difficulté, et donc de les insérer dans le monde du travail par le biais notamment du maraîchage. Il y a actuellement 6 salariés qui sont en contrat d'insertion, qui sont aidés par une quarantaine de bénévoles qui leur montrent comment planter, cultiver, récolter des légumes. Et ils font aussi du miel. Certains apprennent le métier de boulanger. C'est une association qui est ici, basée en Isère ? Oui, c'est à Notre-Dame-de-Lausier. Donc c'est un petit village dans le sud Grésivaudan de 500 habitants. Et l'association, elle a été créée en 2017, donc c'est assez récent. Et elle dispose aujourd'hui de 2 hectares de terrain pour cultiver ses produits. Tout est bio. Le pain est fait sans levure au levain. Et donc, tout est fait pour faciliter la reconstruction professionnelle des personnes réfugiées. Le maraîchage et la boulangerie sont en fait des périodes transitoires. Il y a déjà 4 personnes qui sont parties en immersion dans une entreprise et une personne a déjà quitté l'association. Elle a trouvé un contrat d'apprentissage dans une boulangerie. Oui, ça c'est un peu de tremplin pour s'intégrer, on va dire, dans la vraie vie. C'est pas compliqué d'ailleurs pour ces migrants d'arriver à s'adapter à ces conditions de travail ? C'est toujours compliqué. C'est pour ça que l'association essaye de réaliser un accompagnement plus complet. Donc, il dispense également des cours. Donc, il y a 6 professeurs bénévoles qui dispensent des cours de français notamment. Et
pour parler langue, c'est la première barrière sur le marché du travail. Et ils apprennent également quelques notions de la culture française, par exemple les jours fériés, et aussi beaucoup d'autres choses techniques et pratiques comme rendre la monnaie ou le vocabulaire du métier qu'ils veulent faire. Donc tout est fait vraiment pour les accueillir. Il y a aussi des navettes pour leur faciliter l'accès au travail. Donc ils les emmènent, qu'ils les ramènent. Et certains dorment également chez l'habitant. Et il y a même un projet immobilier dans le foyer communal du village pour accueillir une dizaine de logements sociaux d'ici à 2021. Il y a toute une solidarité qui s'est mise en place autour de cette action et de cette association. Ce qu'ils produisent, le pain, les légumes, etc., qu'est-ce que ça devient derrière ? Eh ben, je vais te surprendre, en fait, tout est vendu sur le marché, notamment. Il y a un marché qui a été créé dans le village le mardi après-midi pour vendre les légumes, le pain, le miel. Et donc, près d'une quarantaine de paniers de légumes sont vendus. Et le marché accueille maintenant d'autres producteurs qui sont venus des villages environnants. Donc, il prend de l'ampleur. Et il y a également des repas partagés qui sont réalisés le lundi midi. Donc pour 3 €, vous pouvez manger tous ces produits cuisinés le matin même. Et l'association contribue vraiment au dynamisme local. En moins d'1 an, Terreau Locaux a créé 9 emplois et ils aimeraient accueillir 16 salariés d'ici à 2021. À Notre-Dame-de-Lausier, c'est à une demi-heure à peu près de route de Grenoble. Donc ça vaut le coup d'aller peut-être faire un tour sur ce marché pour encourager cette initiative. Réconciliation en espéranto, tu ne sais pas comment ça se dit, mais terreau locaux, ça veut dire quoi ? Alors, terreau, c'est pas trop compliqué, ça veut dire terre. Oui. Locaux, c'est un peu plus compliqué à deviner. Ça veut pas dire fou, comme en espagnol, ça se réfère plutôt au lieu, à la destination et donc en fait à la migration. Bon, très bien. C'est une initiative locale qui fonctionne. Peut-être que Emmanuel Macron, qui nous regarde tous les soirs, va en prendre de la graine, puisqu'il vient de lancer aujourd'hui même à l'Assemblée nationale le débat sur l'immigration. Donc il pourra s'inspirer de ce qui se fait en Isère. Un petit clin d'œil pour finir, pour fêter ta première, Lilian, une forme de bizutage, parce que Lilian a testé la vague de Grenoble et j'avais pas mis les images. Les voilà. En live, qu'est-ce que tu en as pensé alors ? Eh ben, au début, c'était pas évident. Moi, j'ai jamais fait de surf. On te voit un peu stressé là sur ces images. Exactement. Stressé, un peu crispé sur la planche, mais ça va très rapidement mieux. Au bout de vraiment quelques essais, on arrive à facilement tenir sur la planche et à ne plus tomber, vraiment à pouvoir, à défaut de surfer, au moins rester sur la planche et profiter un petit peu de la vague. Bon, écoute, peut-être j'irai me risquer aussi à cet exercice. C'est 33 cours Jean Jaurès à Échirolles, la vague de Grenoble. Et puis, on retrouve avec plaisir le spectacle de Christian Houbel ce jeudi et vendredi à l'Hexagone de Mélan. Merci à tous. Nous, on se retrouve demain pour d'autres aventures. Merci. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe SAMC, vous a présenté Si on parlait.